Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Les syndiqués du Front commun qui joignent maintenant ceux de la FAE et se retrouveront dans une séquence essentielle, cruciale de 7 jours de grève, donc du 8 décembre jusqu'au 14 décembre. Conséquence directe, toutes les écoles publiques du Québec seront fermées. Rappelons donc la chronologie des faits. Il y a eu dépôt donc d'une contre-offre de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a fait passer son offre salariale de 10,3 à 12,7 % sur 5 ans. Or, ça a été rejeté, entre autres, par la FIC, mais ça a été rejeté aussi très rapidement par les syndiqués du Front commun qui sont sortis massivement là, en point de presse à Québec, essentiellement. Et moi, je retiens une déclaration là, de Magali Picard là, qui disait que ce serait une catastrophe d'accepter une offre là, de 12,7 % sur le plan salarial. Maintenant, je ne suis pas certain, moi, que François Legault aide la cause, aide la négociation lorsqu'il fait des déclarations comme celle d'hier, là. C'est pas normal qu'on soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. Bon, quoique... sur le fond, pas nécessairement tard, là. Et il disait, on n'arrive pas à améliorer les services en éducation et en santé beaucoup à cause de la rigidité dans les conventions collectives. Puis, on sent qu'il est là, l'os dans le jambon. C'est pas tant sur la question salariale, parce que du propre aveu du premier ministre, Québec est ouvert à d'autres compromis. Il y a encore du jeu sur le plan monétaire. Mais en échange, il faut de la flexibilité. Et j'ai l'impression que c'est là que ça accroche. Est-ce que l'opinion publique va rester encore massivement derrière les syndiqués? Ça aussi, c'est une question qui pointe de plus en plus à l'horizon. Parce que lorsqu'on additionne toutes les journées de grève de tous les syndicats, on va essayer de faire ça simple parce que, à un moment donné, là, une mère en perd ses petits, une chatte en perdrait ses petits, là, tellement que c'est compliqué. Mais dans le concret, là, c'est que ça fait à peu près 3 semaines que les jeunes Québécois, à gauche et à droite, ne peuvent pas aller à l'école. Dans le réseau public. Parce qu'au privé, ça va bien, là. Vous imaginez l'écart qui va se poursuivre à la suite de ce conflit-là. Alors, dans le journal ce matin, il y a des jeunes hockeyeurs et leurs parents qui sont fâchés d'apprendre à la toute dernière minute que leur participation à un tournoi a été annulée. C'est l'équipe du Blizzard. C'est en Montérégie, qui devait participer à un tournoi à Jonquière en fin de semaine. Et 48 heures avant l'événement, les parents reçoivent un courriel qui leur annonce que la participation du Blizzard est annulée en raison de la grève du Front commun. Alors, tout ce qui est le sport-études, ça aussi, c'est un volet qui est visiblement affecté par la grève. Et dans le concret, les parents, à un moment donné, vont peut-être être à bout de solution, là. On comprend que les conditions de travail sont difficiles pour nos profs, mais là, au rythme où vont les choses... c'est papy-mamie qui vont faire un burn-out, là. Dans le Devoir, c'est une... on revient sur une situation puis un enjeu de société qui est très, très grand. C'est la crise des opioïdes, là. Montréal n'est pas épargné. Et on braque les projecteurs sur un programme d'approvisionnement qui était dit plus sécuritaire. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que les médecins prescrivent directement des opioïdes pharmaceutiques aux gens qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie. Et ça, ça a pour but d'éviter, par exemple, que ces gens-là se tournent vers la drogue de la rue. Hein? Avec vraiment, c'est de la cochonnerie, là, c'est de la scrap. On voit avec des surdoses et toutes sortes de choses. C'est coupé avec toutes sortes de produits, des produits chimiques. Le problème... Et on a suivi, là, les gens du Devoir ont suivi une dame, une toxicomane, qu'on a appelée Marie pour préserver son identité. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils reçoivent les opioïdes pharmaceutiques, ils les revendent dans la rue. Juste ici, là, juste à côté, au parc Émilie-Gamelin, ils s'en vont là, ils les revendent. 5 piastres, 10 piastres, la dose.
pour s'acheter eux-mêmes de la drogue encore plus forte. Parce que souvent, c'est ça, hein, de ce qu'on comprend de l'histoire de Marie, là, qui est vraiment aux prises avec tout un problème. Là, on lit le récit, se tord de douleur en attendant l'ouverture des portes de la pharmacie. Elle est en manque. Une jeune femme dans la trentaine là, qui porte les marques sur son corps des ravages de la drogue. Alors, reçoit des doses beaucoup plus fortes là, que quelqu'un, par exemple, qui a une opération, douleur post-opératoire. Le Dilaudid, on leur prescrivrait de 1 à 2 mg toutes les 6 heures. Elle, à tous les matins, elle a une dose de 120 mg entre les mains. C'est ça. Alors, plutôt que de finalement utiliser ce programme-là à bon escient, il y en a plusieurs qui revendent les cachets dans la rue. Et on décrit dans l'article une triste scène. S'achète donc de la drogue, donc du freebase, qu'elle fume. Et là, je cite l'article, « En attendant de trouver un kit de seringue pour s'injecter du Dilaudid dans le cou parce qu'elle n'a plus de veine. » C'est une triste réalité. Il faudra se pencher sur les bienfaits, effectivement, de ce programme-là. Dans la presse, c'est une longue entrevue éditoriale avec le premier ministre Justin Trudeau qui l'avoue, là, ça n'a pas été une année facile pour lui, avec sa séparation notamment. Ça a eu des impacts sur sa famille. Et à la question, est-ce qu'il a encore le feu sacré? Est-ce qu'il veut encore se représenter lors des prochaines élections? Il dit absolument. Il y a eu quand même certaines réflexions et au cœur de ces réflexions-là, c'était l'enjeu, entre autres, de sécurité là, pour sa famille. Là. C'est ce qu'on retient de cette entrevue-là. Revient également, là je le cite, là, « Mon père a choisi de quitter la politique quand j'avais 13 ans. Il a pu être là pour nous, les 3 enfants, à temps plein avec lui quand on a déménagé à Montréal. » Il dit que c'est tough d'être un ado en 2023. C'est encore plus vrai pour des ados qui ont un père premier ministre. Alors, c'est sûr que c'est un Justin Trudeau qui, dans les sondages, est affaibli, là. Quand on le regarde, l'écart est très, très grand au Canada avec Pierre Poilievre. On sent qu'au Québec, c'est un peu un de ses derniers remparts, quoique l'écart se rétrécit. Vraiment, là, le bloc qui est premier dans les sondages. Mais M. Trudeau est encore compétitif. Mais des élections, ce n'est pas pour maintenant pour Justin Trudeau. Entend bien faire fonctionner cette entente avec les néo-démocrates jusqu'en 2025. Et on sent qu'il veut en découdre avec Pierre Poilievre. Justin Trudeau qui a bien des défauts, mais c'est quand même un bon campaigner. Un politicien qui est habile en campagne. Mais la pente est extrêmement abrupte pour lui. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvelle épisode.